C'est parti pour 20 km jusqu'à Hornios del Camino. Le temps est clair, par contre, il fait pas chaud ce matin. Bon, c'est toujours un peu dur de repartir après une journée de repos parce que bon, j'aurais bien fait la grasse patinée ce matin. Allez, debout. Dernier passage devant cette superbe cathédrale. Et ensuite, on sortira de Burgos. Fort heureusement, la sortie de Burgos sera plus courte et plus agréable que son entrée. Je me souviens plus que cette partie-là était piétonnière. Et là, je viens de voir un panneau. Ils ont commencé les travaux en août 2022. Donc, juste après que je sois passé par ici. Bonjour mesdames. Alors, le bar où j'avais pris un petit café sera-t-il ouvert? Oui. On va longer le quartier universitaire pour sortir de Burgos. Ensuite, il y aura un gros nœud autoroutier à traverser. Et on abordera la Meseta. Et je vous retrouve au niveau du nœud autoroutier parce que là, il faut qu'on se réchauffe. Ah, il caille vraiment ce matin. Bon, on arrive à la fin du quartier universitaire qui est assez étendu en passant devant l'école polytechnique supérieure. Voilà, on est sorti de Burgos. Et comme on a fait une journée de repos à Burgos, on va voir de nouvelles têtes dans les auberges. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de chariot. Bon, il reste quand même encore du chemin. Bien, maintenant que je suis à peu près réveillé, j'aimerais vous remercier de tous vos commentaires que je lis toujours avec grand plaisir, même si je n'y réponds pas toujours. Il faut dire que entre la routine, le montage de la vidéo qui me prend entre 1 et 2 heures à la fin de chaque étape, quelquefois j'avoue avoir la flemme. Ah ben c'est pas une excuse. J'aimerais en particulier revenir sur les commentaires ayant trait à la variante d'entrée dans Burgos, qui sont d'ailleurs tout à fait pertinents. En préparant ce chemin, je me suis posé la question, est-ce que cette fois je prends la variante sud ou est-ce que je passe par le chemin principal? Parce que la question mérite d'être posée. En premier lieu, il n'y a aucun problème de balisage pour trouver la variante sud.
D'autant plus qu'avec les applications comme Buen Camino ou Gronze, c'est rare qu'on se perde. Donc, ne pas prendre la variante sud en prétextant que c'est mal balisé, c'est pas une excuse valable. Deuxième point, est-ce qu'elle est plus agréable que le passage par la zone industrielle et les zones résidentielles? Alors il y a 4 ans, j'étais sorti un peu de Burgos pendant ma journée de repos et j'étais allé reconnaître une petite partie de cette variante. Et honnêtement, la banlieue sud de Burgos, fût-ce dans une coulée verte, ça m'avait pas paru plus transcendant que ça. Cela dit, ça n'est que mon avis. Une coulée verte, en tout cas pour moi, ça n'est pas toujours synonyme de plaisir de la marche. Celle des Hauzes, avec ses 8 km, en est un bon exemple. Je vous retrouve après le nœud autoroutier en espérant que le vent se calme. Et ça, c'est pas gagné. Là, on longe la ligne de l'AVE, l'oiseau, qui est le TGV espagnol. Le vent s'est un peu calmé, donc je vais pouvoir aborder le 3e point de l'option sud ou industrielle de l'arrivée dans Burgos. C'est une réflexion de Clémentine hier quand on approchait de Burgos qui m'a fait penser à ça. Et elle me disait, tu vois, quand on est en voiture, eh ben, tout ce qu'on traverse là à pied, on ne le regarde pas, on ne le voit pas. Et on ne s'aperçoit même pas de la taille que peut avoir une zone industrielle ou commerciale. Alors certes, du point de vue du randonneur pur, l'approche par le chemin principal de Burgos ne présente qu'un intérêt tout à fait discutable. Ça, il n'y a pas photo. En fait, la traversée de ce genre de zone, tout comme de ce nœud autoroutier qu'on est en train de traverser, eh ben, ça fait partie des nouvelles contraintes imposées, entre guillemets, aux marcheurs. Mais aux marcheurs temporairement, parce que toutes ces infrastructures-là, on est bien content de les trouver quand on rentre chez nous et qu'on prend notre voiture. En fait, la traversée des zones industrielles et résidentielles à l'entrée des grandes villes, pour aussi ennuyeuse qu'elle soit, que ce soit à Burgos, que ce soit la zone commerciale de Wassac, que ce soit ce mélange de terrains vagues et d'entreprises plus ou moins en décrépitude à l'entrée de Los Arcos, ou alors la traversée de ce village fantôme auprès du golfe, et bien tout ça mis en regard des centres historiques sur lesquels la plupart des gens se focalisent, ça nous en dit pas mal sur l'évolution de nos sociétés et l'évolution de nos villes. Voilà, c'était la trop longue minute chemin principal ou variante à l'arrivée à Burgos de cette étape. En tout cas, faites-vous votre propre opinion, tout dépend de ce que vous recherchez. Et puis, pour le balisage, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver à Tombouctou. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du second petit déjeuner. Deobrigoula, c'était un site qui était occupé par les Celtes, qui étaient venus d'Europe centrale au 8e siècle avant Jésus-Christ. Bon, voilà.
bien après cette pause second petit déjeuner. Il est temps de repartir et il nous reste 10 km à faire. On s'était même pas aperçu qu'on avait fait la moitié de l'étape. Pause qui s'est prolongée parce que il se trouve que il y a un bonhomme qui a dit mais je t'ai vu sur YouTube. Du coup, le second petit déjeuner s'est prolongé. On a bien discuté, on a été rejoint par un autre pèlerin français qu'on avait déjà croisé plusieurs fois sur le chemin. Et parfois c'était bien sympa comme discussion. Alors le pèlerin qui m'a reconnu, lui, je lui tire mon chapeau parce qu'il a des problèmes de genoux. Eh bien, il marche quand même. Et là, il s'arrêtait là où on était arrêté aujourd'hui. Le second, par contre, il lui est arrivé une mésaventure, ce qui bivouaque. Et il a bivouaqué dans un parc à Burgos. Et sur les coups d'1h du matin, l'arrosage automatique s'est mis en route. Si bien qu'elle a été trempée. Donc là, il s'arrêtait aussi là où on a pris notre second petit déjeuner pour faire sécher toutes ses affaires. Ces cigognes sont un autre de ces signes qui nous indiquent qu'on est dans la Meseta. Et je repense à ces pèlerins et à ces pèlerines qui, malgré leurs problèmes physiques, auprès desquels nos petits bobos sont complètement dérisoires, eh bien, marchent jusqu'au bout, à force de volonté. Eh bien, chapeau à eux. On va aborder le village de Rabe de las Calzadas. Et ensuite, on montera sur le plateau et on prendra pied sur la Meseta proprement dite. Parce que jusqu'ici, on a marché dans ce qu'on pourrait appeler les faubourgs lointains de Burgos. Alors, il y a des flèches qui fleurissent un peu partout. Il y en a une juste sur la droite qu'on doit suivre. Il y en a une autre un peu plus loin. Et alors il faut se méfier parce que certaines flèches qui sont grosses indiquent en fait les auberges et pas le chemin en lui-même. Une illustration que les distances marquées sur les panneaux ou les murs sont à prendre avec beaucoup de précaution. Tout à l'heure, à la sortie de Burgos, on devait avoir fait 4 ou 5 km. Nous étions censés être à 501 km de Santiago. Et là, si l'on se fie à ce qui est marqué sur le mur, on est à 476 km. Sauf que on n'a pas fait 25 km depuis la sortie de Burgos. Bienvenue dans la Meseta. Je m'attendais à ce que le blé et l'orge soient un peu plus mûrs que ça, mais c'est vrai que là on est à 940 mètres d'altitude.
je ne parlerai pas des Templiers aujourd'hui, parce que bon, j'ai beaucoup parlé avant ce nœud autoroutier, et puis là, il faut que je me réimmerge dans ce chemin après cette journée de repos. Enfin, faut que tu révises un petit peu peut-être pour le procès des Templiers. Bon, c'est pas faux. D'autant plus que les tenants et les aboutissants de ce procès sont assez complexes. Surtout de la manière dont Baluse écrit. Je viens de me faire la réflexion que on était un peu comme des antilopes. Ça y est, ça commence. Vous inquiétez pas, c'est l'effet Meseta. Plus l'horizon s'élargit, plus le cerveau part dans tous les sens en roue libre. Bon, j'en reviens à cette comparaison avec les antilopes. Tout à l'heure, en arrivant au bar, eh bien, tous les pèlerins étaient regroupés autour de ce point d'eau. Pendant qu'on marche, on est dispersés un peu partout sur le chemin. On arrive dans des villages quasiment vides. Et paf, une concentration d'antilopes dans le seul bar du village. Et même le pèlerin le plus solitaire va se retrouver à s'abreuver avec ses congénères. Vous allez me dire, oui, mais à ces points d'eau, il y a aussi les fauves qui viennent s'abreuver. Sauf que là, dans certains coins, les fauves, ce sont plutôt eux qui abreuvent et qui vous font payer les 10 centimes de café au prix d'un mouton au Child 55. Voilà, c'était la minute réflexion en vrac de cette étape. Et je ne me souviens pas d'avoir vu autant d'éoliennes la dernière fois. Parce qu'il y en a sur quasiment tout l'horizon à 360 degrés. Et franchement, je préfère les vraies forêts. Ah, je vois la croix, donc nous arrivons pas loin d'Ornios del Camino. Bon, bah, il n'y avait pas toutes ces éoliennes il y a quelques années. Et Clémentine vient d'ailleurs d'en faire la réflexion. Je trouve ça dommage, toutes ces éoliennes. Et comment, si encore c'était réellement efficace. Mais là, toutes celles qui étaient derrière moi et qui sont autour de moi et que je peux compter, et donc ça fait une sacrée surface, et ben c'est même pas une petite centrale thermique en puissance installée. Donc je parle même pas de l'énergie produite au cours de l'année. Je crois que ces dernières années, en matière d'énergie dite renouvelable, disons en matière d'éolien et de solaire, l'Espagne a fait pire que l'Allemagne. Pourtant, il y avait déjà du niveau. Le problème de l'éolien ou du solaire photovoltaïque, c'est pas leur existence en elle-même, c'est leur implantation à une si grande échelle. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas fournir de manière constante et pilotable. Alors d'aucuns me répondraient oui, mais on peut prévoir quand il y aura du soleil,
ou quand il y aura du vent. Mais la question, elle n'est pas forcément là, elle est est-ce qu'on peut commander au soleil ou au vent? Parce que quand les éoliennes s'arrêtent d'être tournées, comme toutes celles qu'il y a devant moi, il faut remplacer par un moyen de production pilotable. Alors quand il y a du soleil, ben, c'est peut-être les panneaux solaires qui prennent le relais, sauf que c'est rarement le cas. Et donc ben, il faut du charbon, de l'hydroélectricité si on a les barrages pour, ou du nucléaire. En fait, toute source d'énergie qui soit pilotable et qu'on puisse contrôler de façon à assurer nos besoins. Je ne parle même pas de la fragilité pour le réseau qu'engendrent ces énergies dites fatales dans le jargon. Pour ceux qui s'en souviennent, l'an dernier, c'était en mars, il y a eu un gros blackout en Espagne et dans une partie du sud de la France. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire l'étape Caçar de Caceres, Cañaveral, sur la Via de la Plata. Et j'avais remarqué tous ces immenses champs de panneaux solaires qui fleurissaient un peu partout. Alors j'ai lu le rapport de l'autorité de régulation espagnole suite à ce blackout qui a failli plonger beaucoup plus que l'Espagne et le sud de la France dans le noir. Et l'autorité de régulation avait déjà averti quelques mois plus tôt, si je me souviens bien, oui, quelques mois plus tôt, que la multiplication des sources d'énergie intermittentes et non pilotables, solaires, photovoltaïques et éoliens, pourrait amener des problèmes de régulation et de maîtrise du réseau électrique, avec pour conséquence des blackouts de ce type. Et dans le rapport, bon, ils ont pudiquement dit que le blackout était dû à une saute de tension ou une variation de tension inopinée et non prévue, pour faire court. Mais aucun spécialiste n'a été dupe. Bon, je pourrais parler de ça pendant des heures, parce que j'ai bien étudié le sujet pendant ces dernières années, voire ces 2 dernières décennies. Mais ce serait bien de temps en temps, le plus souvent possible d'ailleurs, que les politiques écoutent un peu moins les lobbyistes, les financiers, les idéologues, et un peu plus les hommes et les femmes de l'art. Voilà, nous arrivons à Hornios del Camino. Alors c'est marrant, mais je me souvenais plus du tout de cette arrivée. Et il ne reste plus qu'à trouver l'Albergue des Peregrinos, qui est à côté de l'église. Alors, meeting point. Voilà, on a retrouvé un petit dortoir de 4 qui était libre, donc la dame nous l'a proposé. Et bien cette étape de 22 km s'est passée vite. En fait, on ne l'a pas vu passer. Donc maintenant, routine habituelle. Et puis, on va aller boire un coup, tiens. Puis manger un petit peu. Demain, c'est Castro-Riz à un peu moins de 20 km. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.